Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur Matin d'Éden. Nous sommes le 1er mars 2018. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux câblés Eden TV pour y suivre la première aventure matinale. Alors, vous suivrez les titres des canards qui ne sont pas venus ce matin avec Laurent Roland Toninkès. Puis après, l'actualité au plan national avec Aristide Setti, le Zémidian. Ce sera au rendez-vous encore dans On vous aime. Ce sera bien évidemment dans un peu plus d'une trentaine de minutes. Et puis le débat à faire croiser avec Peggy Ludovic Dagba et son invité, bien évidemment, ce sera bien sûr au menu environnement. Je vous précise la thématique dans quelques secondes. Et la suite de Matin d'Éden, ce sera la sélection d'Éden et bien évidemment la chansonnette qui vous sera présentée sans Arnaud Mori-Yagua pour le compte de cette matinée. Arnaud Mori-Yagua qui va signer, vous le savez, la deuxième et dernière grande édition de l'actualité sur Eden TV. Mais parlant de Matin d'Éden, eh bien, le sport non plus ne sera pas au rendez-vous encore ce matin. On retrouve Judicaël Polycap Aïdjinou demain déjà pour l'actualité sportive au Bénin, en Afrique et dans le reste du monde. Sans oublier James William Baguidi pour les clés du monde et la revue internationale, la revue des plateformes avec Carlo François. Voilà l'essentiel à retenir pour le compte de ce numéro de Matin d'Éden. Laurent Roland Toninkès, bonjour. Bonjour Loris, Freddy Davor, bonjour Aristide Setti et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà. On passe maintenant aux unes des canards qui ne sont pas venus. Les titres, j'allais dire. Bonjour à nouveau, nous démarrons cette une des journaux par le quotidien de service public La Nation qui titre à la une « Conseil des ministres, un recensement national pour booster l'agriculture ». Remplacement du conseil d'Ato à la Cour constitutionnelle, le président poursuit les consultations requises. Cessation du travail dans l'administration publique, les grévistes en posture d'abandon de poste. Tournée du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, d'importantes réalisations de l'UEMOA au profit des producteurs visités. Matin libre à nouveau. Le BMP n'exclut pas l'utilisation du RAVIP. Législative 2019, le BMP n'exclut pas l'utilisation du RAVIP. Mobilisation des ressources au sein de la diaspora porte-neuvienne. Aziz Adjakpe obtient la confiance du maire Zossou. Nous passons au quotidien Nouvelle Tribune qui écrit « Déclaration de l'illégalité de la grève, le gouvernement provoque les travailleurs ». Lésés par la CNCS dans le paiement de leur pension de retraite, Séverin Tola et son épouse se plaignent au ministre Matisse. Premier forum citoyen sur les acquis de la conférence nationale, bilan peu élogieux de la démocratie béninoise 28 ans après. Béninois libérés. Mauvaise gestion des affaires domaniales dans la commune de Comé, le silence coupable du préfet et du maire révolte les populations du Renvers commun. Épinglé dans un micmac à haute dose de corruption et de lacisme, le Conseil des ministres vient de lâcher officiellement le DG SBE, un battant de la prison civile de Cotonou déjà ouvert pour le recevoir. Sortie quasi quotidienne du Front pour le sursaut patriotique, ces aigris qui commencent par nous fatiguer. Le fétiche qui sort trop devient un jouet pour les enfants. C'est écrit à la une du journal Le Béninois libéré. La dépêche. Majorité parlementaire, les limites du BMP. Majorité parlementaire, les limites du BMP. C'est en illustration des sprinteurs et avec un sprinter qui est au point stop, qui ne bouge pas, écrit BMP. Le cas du conseil d'Ato et de la non-installation du COS-LEPI, des recours contre Talon, Roubedi et Agbele Sessi. Sortie médiatique du bloc de la majorité parlementaire, la cinglante réplique du FSP. Nous allons terminer cette une des journaux par le quotidien La Presse du Jour qui écrit « Rapport des travaux de la CNVAD, voici la liste des 37 cas de faux agents détectés. » Débrayage répété dans la fonction publique, les grévistes courent le risque d'abandon de poste. Paubert,
Un enfant placé sauvagement battu par ses tuteurs. Et pour finir, face à la presse hier, le FSP fait le point de l'évolution de la situation au Bénin. Ce sera tout pour la une. Doris Freddy d'avant. Merci Laurent. Roland Torinkes, la moisson n'a pas été très bonne ce matin, c'est pas bien grave. Vous avez bien moins d'une dizaine de quotidiens. Oui, justement, on est jeudi, donc il faut comprendre que souvent les jeudis, on n'a pas beaucoup de journaux. Il faut attendre certainement les lundis et les vendredis où on est saturé de journaux. Donc on espère que demain, on en aura beaucoup. On n'est pas saturé, on a une bonne moisson. Bah, on est saturé, peut-être. On a une bonne moisson, d'accord, mais... Laurent, Roland Torinkes, vous avez suivi le Conseil des ministres comme tout autre journaliste et tout autre béninois. Vous ne direz pas le contraire. Il y a d'autres compatriotes qui ont fait valoir de faux diplômes et bénéficiaient de la trésorerie nationale. Eh bien, ils ont été détectés. Moi, en faites-vous? Je pense que c'est une bonne lutte qui a été faite. C'est parce que, vous savez, étudier, on sait combien c'est difficile, surtout pour des enfants de pauvres, ceux qui n'ont pas assez de moyens, qui s'échinent, pour avoir les diplômes et qui ont le vrai diplôme. Ou les vrais. Et sur le terrain, sont concurrencés par ceux-là qui n'ont pas fait l'effort et qui sont soutenus par des gens. Quand vous fouillez, vous allez voir que ces enfants, en tout cas, suivez un peu les noms, vous allez voir que ces enfants viennent de certains milieux. On ne va pas stigmatiser, de tous les milieux, mais de toute façon, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont mis à nu et je crois que le gouvernement a tapé fort. Il faut décourager cet état de choses parce que on sait comment on étudie. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Et pour qui a goûté à certains collèges 13 ans, publics, pour qui a goûté à l'université d'Abomey-Calavi. Voilà. Vous faites 13 ans déjà avant d'avoir le bac et puis après vous vous retrouvez à l'université avec toutes ces conditions d'études et des gens qui... Ils restent dans un atelier d'infographie et autres peuvent se fabriquer des licences et des maîtrises. Et venir même vous concurrencer. D'ailleurs, vous imaginez ces gens même ils décrochent directement l'emploi. C'est bizarrement des gens, quand vous allez dans les émissions, c'est eux qui vous naguent. Oui. C'est eux qui vous naguent. Parce que ce sont des fruits de la facilité. Justement. Et donc, je pense qu'il faut sanctionner. Moi, je suis d'accord pour qu'on sanctionne. De toute façon, je n'ai pas de faux diplômes. Donc, qu'on les sanctionne ou pas, je n'aurai jamais peur. Donc, il faut que le gouvernement aille plus loin. Ce n'est pas fini. Pas fini. Il y en a plein. Vous savez, la commission y met plus de temps pour étudier, pour éviter des cas à INPE. Vous vous rappelez le cas de ce professeur qui a été reconnu. Justement, il a été rétabli maintenant. Qui a été rétabli dans sa droit par le gouvernement. Seulement que, ça, il faut le reconnaître. Oui. Mais à ce niveau, il faut préciser qu'il ne faut plus qu'à l'avenir on fasse de ces erreurs. Parce que mais il faut reconnaître que l'erreur était partie au fait de l'instance formatrice et non de la commission. L'essentiel est qu'il a été rétabli. Et cela pose un problème justement au niveau de nos centres de formation, c'est-à-dire les universités, les centres de formation. Comment est-ce que les diplômes, les procès-verbaux sont archivés? Si c'était bien archivé, je suis sûr qu'on n'avait fait pas cette erreur. Vous savez, l'erreur humaine. Justement, mais vous imaginez quand on a lancé cette information pour dire le gars a un faux diplôme. Ça l'a sali. Ce que ça a créé dans son environnement, ce que ça a créé dans son service. Et aujourd'hui... Ça suffit ailleurs pour assister à des suicides. Justement, il pouvait banalement se suicider parce que, franchement, parce que ça a porté il a été humilié. Oui, il a été humilié. À sa carrière. Mais je remercie le Conseil des ministres qui l'a rétabli. Bon, le rétablir, est-ce que ça suffit? Il faut qu'à l'avenir, qu'on ne fasse plus de ces erreurs. Qu'on prenne le temps de bien vérifier, qu'on soit sûr. C'est vrai que pour les cas cités hier, je crois qu'ils ont bien fouillé. Il y en a même qui ont abandonné déjà leur poste. C'est heureux. Ça veut dire qu'il y a encore des postes pour lesquels on peut pouvoir. Donc le gouvernement a la possibilité de recruter. C'est une chance pour nous. Oui, mais c'est une chance pour le gouvernement aussi de recruter de nouvelles personnes pour dire, après qu'ils ont recruté aussi. Donc il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi exiger d'eux qu'ils retournent tous les salaires? Non, mais je crois que la justice va s'en occuper. La justice va s'en occuper parce qu'il ne faut pas laisser passer seulement. Il ne faut pas seulement les radier. Non, il faut déjà que ceux qui ont perçu par les s'ils ont réalisé des choses avec les sous, qu'on ait saisi ça. N'est-ce pas? Et qu'on met ça à la disposition de l'État. Parce qu'ils ont volé l'État. Ils ont menti, ils ont volé l'État. Donc il faut que, dans une certaine mesure, qu'ils puissent rendre gorge. N'est-ce pas? Rigoureusement. Merci. Vous suivrez les précisions sur les noms et prénoms et postes de ces différents faussaires, de ces faux diplômés de l'administration publique dans le
compte rendu complet du Conseil des ministres qui vous sera proposé par Eden TV juste après la première grande édition de 13h et celle de 20h. Laurent, Roland Tolinkès, bonne journée à vous. Bonne journée à vous et à demain. On ouvre maintenant l'actualité à proprement parler avec Aristide Setti. Voici le bulletin d'information. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 février 2018 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Athanas Guillaume Talon. Les précisions avec vous, Aristide Setti, bonjour. Bonjour Loris, c'est Freddy Davor. Bonjour aux fidèles téléspectateurs d'Eden TV et aux auditeurs de la 102.3 Diaspora FM. Alors, plusieurs dossiers ont été examinés au cours de la séance, notamment le décret portant organisation du recensement national de l'agriculture, le décret portant agrément au régime C du Code des investissements de la société Octogone Stockage de produits pétroliers, le rapport des travaux d'enquête sur l'acquisition de compteurs à paiement au profit de la SBEE, le rapport des travaux de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes au titre des deuxième et troisième trimestres 2017, le compte rendu de la situation nationale, la fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de mars 2018 et des nominations ont été prononcées. Suivant un extrait du point fait par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Djogbenou. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets suivants. Premièrement, décret portant organisation du recensement national de l'agriculture. Le recensement national de l'agriculture est une vaste opération statistique destinée à collecter, traiter, analyser et diffuser des informations quantitatives et qualitatives sur l'agriculture dans notre pays. De façon spécifique, ce recensement permettra de fournir des données sur la structure de l'agriculture, en particulier pour les petites unités administratives, en vue de constituer des référentiels aux fins de mesurer la dynamique du monde rural, de fournir des données sur la typologie des exploitations familiales agricoles, d'organiser les informations collectées en banque de données sur le secteur, lesquelles seront accessibles aux utilisateurs, de contribuer à la mise en place d'un système permanent de production de données sur le secteur, de fournir des bases de référence pour les enquêtes par sondage, de renforcer les capacités techniques des intervenants de la chaîne de production des statistiques agricoles. Rapport des travaux de la commission d'enquête sur l'acquisition de compteurs à prépaiement au profit de la SBE. À la suite d'un appel d'offres, la Société béninoise d'énergie électrique a signé avec la société MAD Sarl le 26 mai 2016 un contrat de fourniture de 15 000 compteurs monophasés monoblocs de type STS au prix unitaire de 48 664 francs CFA. Au terme du délai contractuel, cette société, bien qu'ayant perçu l'avance de démarrage, n'a pu livrer que 1 500 compteurs qui, en raison de tests non concluants, n'ont pas été réceptionnés. Face à l'urgence de satisfaire ses clients, la Société béninoise de l'énergie électrique a dû consulter d'autres fournisseurs dans la perspective d'acquérir des compteurs de même marque et spécification. L'un de ces fournisseurs, en l'occurrence la société SGE, disposait d'un stock de 14 500 compteurs cessibles au prix de 29 999 francs CFA l'unité. Entre-temps, la société MAD Sarl a de son propre chef saisi la SBE d'une offre
faisant valoir qu'elle éviterait à celle-ci de devoir débourser une nouvelle avance à un autre fournisseur. La même société promettait de livrer dans les meilleurs délais des compteurs plus performants. Nonobstant l'offre de la société SGE, c'est à la société Madsal, déjà défaillante dans l'exécution du premier marché, que la SBE a confié la fourniture de ses compteurs au prix de 48 664 francs CFA l'unité sur la base d'un avenant au contrat du 26 mai 2016. Il est à noter que ce prix est le même que celui des compteurs qu'elle n'avait pas livrés entièrement lors du premier contrat et pour lesquels elle avait fait l'objet d'une mise en demeure par la SBE. Ainsi, en exécution de cet avenant, la société a fourni 5 000 compteurs aux spécifications techniques non conformes à celles qui sont attendues. Il convient de signaler que l'exécution de cet avenant aux conditions financières ainsi prévues ferait subir à la SBE un manque à gagner estimé à 242 645 000 francs CFA. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre de l'Énergie de faire surseoir à l'exécution du contrat, de saisir l'autorité de régulation des marchés publics pour en apprécier la régularité, enfin, de faire mettre sous scellé les 5 000 compteurs livrés pour des besoins d'investigation. Restons toujours au mercredi 28 février 2018 pour dire que plusieurs cadres des ministères ont participé à un atelier national sur la nécessité d'un changement de paradigme pour le développement durable. Les 27 et 28 février 2018, plusieurs cadres des ministères sectoriels et acteurs privés ont pris part à un atelier national à Cotonou. Les réflexions sont portées sur le thème « La gestion des terres et des paysages agroforestiers au Bénin, nécessité d'un changement de paradigme pour un développement durable ». Antoinette Sagbo et Fiak Voïtan. La problématique de la dégradation des terres au Bénin a réuni pendant 2 jours près de 200 participants du secteur public et privé pour rechercher un nouveau changement de paradigme. Principale activité économique du pays, l'agriculture emploie 110% de la population active. Cependant, sous l'effet des pratiques agricoles inadaptées, de la déforestation, les sols perdent chaque année leur fertilité. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Pêches, Gaston Dossovi, décrit le contexte. La production agricole, dans toutes ses dimensions, se trouve être l'un des principaux facteurs de dégradation des terres. Il est établi aujourd'hui que si ce facteur n'est pas maîtrisé, les missions fondamentales, notamment la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la contribution à l'économie nationale pourraient être mises à mal. La dégradation croissante des sols conduit à un déclin de la productivité des cultures, d'où l'insécurité alimentaire. Les ministres de l'Environnement Didier José Tonato et celui du Plan Abdoulaye Biotchane présentent les statistiques. Plus d'1 800 000 Béninois vivent sur des terres dégradées, en baisse continue de productivité. Cette dégradation concerne 62% des terres au Bénin, dans les 8 zones agroécologiques. Les zones humides, quant à elles, ont régressé d'environ 230 000 hectares en une décennie, soit une perte de 11% de leur superficie. Le coût annuel de cette dégradation est estimé à près de 500 millions de dollars, soit 245 milliards de francs CFA, ce qui représente 5% de notre PIB. Une solution s'offre alors pour renforcer la résilience, nous dira le ministre de l'Environnement. C'est pourquoi la neutralité de la dégradation des terres NDT constitue, pour le gouvernement du Bénin, un engagement politique mondial inscrit dans les objectifs de développement durable.
D'ici l'horizon 2030, cette neutralité des terres sera atteinte selon les objectifs suivants. Notre objectif est de restaurer au moins 50% des terres dégradées. Premièrement, pour réduire de 21 à 5% la conversion des forêts et savanes naturelles en d'autres formes d'occupation de sol, en l'occurrence les terres agricoles et les terres d'habitation. Deuxièmement, de réduire de moitié la superficie des forêts présentant une baisse de productivité nette. Troisièmement, d'accroître la productivité sur l'ensemble des terres agricoles en baisse de productivité et celles sur laquelle la productivité est restée faiblement stable. Ce changement de paradigme permettra à l'État et aux collectivités locales d'œuvrer pour la restauration des terres dégradées. À l'issue des travaux du dit atelier, certains participants ont livré leurs impressions à l'équipe de Antoinette Sabou. Plusieurs recommandations ont été formulées pour permettre aux collectivités locales de saisir l'enjeu de la dégradation des terres. Suivons à présent les impressions de quelques participants à cet atelier national au micro de Antoinette Sabou et Fiacre Voitan. Mes impressions sont bonnes, d'autant plus que tous les acteurs étaient là pour pouvoir discuter et prendre des engagements. Et ce que moi je vais souhaiter maintenant, c'est que chaque acteur respecte ses engagements pour que nous puissions avoir vraiment à ancrer et institutionnaliser la gestion durable des terres pour que nos terres soient gérées de manière durable afin de garantir le succès. Parce que, comme notre président actuel le dit, il veut investir dans l'agriculture. Si nous voulons investir dans l'agriculture, et que d'abord qu'on investit dans la gestion durable des terres. Et comme ça, notre agriculture nous donnera ce qu'il nous faut. J'ai eu la chance de bénéficier d'une étude qui a prouvé que les 60% des terres de ma commune sont vraiment dégradées. Bante est la première commune productrice de la noix d'anacarde au Bénin. Et voilà, et après l'anacarde, on a l'igname. Et c'est la culture également, surtout l'igname qui détruit beaucoup le sol. Donc, parce qu'on déboise suffisamment pour pouvoir faire de l'igname. Les échanges ont été très riches et je crois qu'avec les propositions des participants, nous voulons aller vraiment concrètement aux actions. Il faut le reconnaître, nos terres sont complètement aujourd'hui dégradées. Organiser un atelier pour étudier les modalités de fertilisation de ces terres, ça, c'est des occasions que nous avons toujours guettées pour pouvoir aider aujourd'hui nos agriculteurs, nos éleveurs et tous les acteurs des terres-là à retrouver leur lettre de noblesse, n'est-ce pas, dans la gestion durable des terres. Nous sommes de plus en plus nombreux. Et les animaux qui également vont au pâturage du Vienne ont un effectif assez important. Et si vous allez au niveau de nos rivières, c'est des rivières ou des fleuves qui tarissent. Alors tout cela constitue déjà des problèmes que nous avons au niveau des communes. Et on ne peut qu'être motivé lorsqu'on vous appelle, on vous invite à un atelier qui veut parler de la gestion durable justement des terres, qui veut parler de la gestion durable de l'écosystème d'une façon globale. La GDT, c'est-à-dire la gestion durable des terres, nécessite des moyens financiers et autres moyens techniques, les ressources humaines pour accompagner les communes. Le gouvernement central accompagne les communes à leur tour essayent de compléter les fonds qui seront mis à leur disposition, si cela est retenu par le gouvernement, afin que les terres soient protégées au Bénin. Conférence, débat de Social Watch Bénin et l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance. L'objectif principal de cette conférence débat est de célébrer les 28 ans de la fin des travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation. La rencontre a eu lieu au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Le point, c'est avec Horacia Djordji et Damien Pedro.
28 février 2018, 28 ans que les travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation ont pris fin. Et c'est pour marquer l'événement et rendre hommage aux acteurs que Social Watch Bénin et l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance ont organisé cette conférence débat autour du thème « Conférence des forces vives de la nation, devoir de mémoire et d'engagement pour le futur ». Les acquis de cette conférence, quel usage en fait le peuple béninois? En quoi ce renouveau démocratique a-t-il contribué au développement socio-économique national? Et par-delà tout cela, quels souvenirs les témoins de cet événement en ont gardé? Distinguées personnalités ici présentes. C'est justement pour répondre à ce devoir de vérité que Social Watch Bénin et l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance ont choisi ce 28 février, date anniversaire de la fin des travaux de la Conférence nationale, pour partager cette préoccupation avec les Béninois. Il a été donc question au cours de cette rencontre d'échange de faire le bilan de la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des forces vives de la nation et de dégager des perspectives. Plusieurs personnalités sociopolitiques étaient présentes à cette conférence débat, dont des délégués témoins de l'événement. Je donnerai quelques éléments que je retiens comme acquis de cette conférence. Pas de devoir de mémoire. Au Bénin, après la conférence des forces vives, nous avons forgé quel type de Béninois autour de quel pacte social et politique. Chaque régime doit fabriquer des milliardaires, des multimillionnaires, mais pas des aventurés, des aventuristes, des aventureux qui viennent pour se sucrer sur le dos du peuple. Il n'y a qu'une seule chose qui soit importante, c'est le 25 février. Le jour où la conférence a proclamé sa souveraineté et que le chef de l'État d'alors a accepté, c'est la chose principale de la conférence nationale. Et je crois que c'est ça que je retiens, c'est ça que je demanderai à la jeunesse de retenir, c'est-à-dire la souveraineté populaire. Je suis très content que notre PP Tévoidjere soit dans la salle, parce que j'ai retenu dans votre rapport ceci. Ils ont fait de nos femmes leur chose. J'ai retenu cette phrase qui était sortie de vous dans le rapport. Et je me suis dit, depuis ce jour-là, je dois me battre aux côtés des femmes. Parce que pour que nous ayons la paix dans ce pays, nous ne devons pas négliger les 52%. Ça veut dire que c'est avec beaucoup de regret que 28 ans après, la presse de notre pays soit en train de subir tout ce qu'elle subit. Elle subit beaucoup de fragilité, elle subit beaucoup de soumission, parce que tous les hommes politiques qui sont passés de 28 ans l'ont instrumentalisé. L'ont instrumentalisé. Quel que soit ce qui arrive ou arrivera, qu'est-ce que 5 ans, qu'est-ce que 10 ans, qu'est-ce que 20 ans, puisque ce l'instant les efface. Il n'y a rien qui dure sans l'opinion du peuple, sans le peuple dont l'opinion publique est une force politique qui n'est inscrite dans aucune constitution. Je viens vous dire ma confiance, ma véritable confiance, parce que le Bénin ne sombrera pas. Cette rencontre, dénommée Forum citoyen sur les acquis de la conférence nationale FOSIAC, sera réitérée tous les 28 février de chaque année. Et pour mettre un terme à ce point de l'actualité sur Matin d'Éden, paralysie générale dans les cours et tribunaux depuis ce lundi, effet de la nouvelle grève des magistrats qui protestent contre les défalcations opérées sur leur salaire. Les magistrats sont de nouveau en grève 5 jours sur 5 avec taxite et reconduction. Et pour cause, les défalcations sur salaire opérées par le gouvernement, conséquence des dernières grèves pour s'insurger contre le retrait du droit de grève aux agents de la justice et aux magistrats. Laurent Tonenke est allé faire le constat de la dite grève. Suivez plutôt son compte rendu. Tribunal de première instance de Cotonou, salle d'audience fermée, couloir vide, c'est le constat fait ce mardi. La grève enclenchée par les magistrats à cause des défalcations opérées sur les salaires est bien observée. Pas de présence de magistrats,
pas de présence de justiciables. Ces derniers, ayant certainement été informés, n'ont pas rempli la cour du tribunal, comme c'est le cas les jours ouvrables. Seul constat, la présence de ces deux fourgons ayant transporté les mises en cause dans l'affaire CNCB. Et sur les balcons, les proches parents de ces mises en cause. À la cour d'appel, le constat est pratiquement le même. Les salles d'audience sont fermées. Les citoyens présents ici y sont pour des légalisations. Les sieurs Alphonse Leco et Paul Leco, venus de Porte-Nouveau pour une audience, n'ont d'autre choix que de retourner chez eux. Bon, je suis venu pour problème de parcelle. Mon arrivée, j'ai vu que les portes étaient bloquées. Personne n'est ici, que le gouvernement regarde pour faire quelque chose dedans. J'ai attendu fois passée qu'il y a grève. Bon, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais aujourd'hui je suis arrivé ici pour voir que toute porte est fermée. Il n'y a pas de travail. Le secrétaire général du Central Justice Kako-BC rencontré apporte une précision. Ce que vous observez actuellement, c'est d'abord les magistrats qui sont en grève. Je voudrais rappeler que nous, personnels non magistrats, on a observé déjà près de 3 mois de grève depuis 2017. Donc actuellement, c'est les magistrats qui observent ces mouvements de débrayage. Nous avons décidé de nous retrouver le vendredi prochain en Assemblée générale pour faire une évaluation et trouver d'autres stratégies de lutte. Et parlant de stratégie de lutte, Kako-BC pense que la grève n'est plus certainement l'arme qui répond aux attaques du pouvoir contre les travailleurs. Il évoque par ailleurs la loi sur les grèves. Seule la grève peut ressortir les difficultés des travailleurs, la souffrance du peuple béninois. Il faut trouver d'autres méthodes pour faire montrer à la communauté internationale les dérives du pouvoir. La loi est claire. Lorsque vous observez un mouvement de grève sur la base des points de revendication qui portent sur des principes, des libertés, il ne devait pas avoir défalcation. Lorsque même vous observez des mouvements de débrayage et que vous n'avez pas satisfaction, il ne devait pas avoir défalcation. Mais le gouvernement a outrepassé tout ça. Ils ont fait des retenues sur salaire. Je n'appelle pas ça retenue sur salaire parce que si moi qui ne veux pas, je n'ai pas eu mon salaire. Selon Kako-BC, les points de revendication à incidence financière ont été versés dans une grande commission créée par le garde des Sceaux. Lesquels points ont été ensuite reversés dans la grande commission gouvernement-syndicat. Il conclura par ailleurs que les seuls points sur lesquels ils ne s'entendent pas avec le gouvernement tournent autour des libertés fondamentales. C'est tout pour ce point de l'actualité sur Matin d'Éden. Le conducteur de moto-taxi s'apprête à nous livrer son point de vue sur un sujet d'actualité. Ce sera dans Vous et Mais avant, moi je vous rappelle le titre, sinon le sujet qui sera au menu de votre débat. Faire croiser les condamnations fermes de 2017. Quel degré de sensibilisation et de répression pour aborder le sujet? Peggy Ludovic Dagba sera face à Rose Nadia. Elle est juriste environnementaliste. Je vous rappelle encore le sujet. Les condamnations fermes de 2017. Quel degré de sensibilisation et de répression? Voilà pour le menu de votre débat. Faire croiser avec Peggy Ludovic Dagba et Rose Nadia. On va maintenant remercier Aristide Setti pour nous avoir permis d'actualiser notre capitale en information ce matin, le bulletin d'information. Merci Aristide. Merci beaucoup Loris Freddy d'avoir là. Je profite pour demander aux fonctionnaires de retourner au travail parce que toute absence désormais là, c'est vacances de poste. Est-ce que vous avez les prérogatives pour jouer le rôle que vous tentez de jouer? Le gouvernement avisera. Vous faites partie du gouvernement? Non. On vous aime maintenant. Maintenant, il y a là, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. On m'appelle M. Vianney Jean-Marie. Rouanou Jean-Marie. Moi, je suis un déclarant en douane. C'est la crise qui fait que je suis en train de me retrouver parmi mes amis éminemment aujourd'hui. Vous-même, vous savez, vous avez constaté que je suis dans un maillot vraiment différent d'eux. Ça veut dire quoi? Ça montre déjà que c'est à cause de crise qu'on est en train de constater que je suis devenu un jeune éminemment. Parce que j'ai commencé, pour revenir à votre question, j'ai commencé, ça n'a même pas encore fait 1 an, 2 jours.
J'ai commencé le décembre passé. Ça s'est commencé 2 ans après. Et notre président, l'ex-président Yahya Boni, bien avant les 2 ans passés, c'est ça qui a fait que j'ai laissé mon métier. Parce que quand le crise a commencé, au moment où Yahya Boni et notre ancien, le président actuel a signé un contrat de PVI avec notre l'ex-président. Ça s'est commencé comment? Et le président en question, en fonction plutôt, a signé un contrat avec le président, l'ex-président. Et le crise a commencé comme ça dans mon société que moi j'ai fait. Je suis en train de travailler. Donc, on n'a pas pu récupérer, nous qui sommes les agents de cette société. Donc, ils ont soustrait au moins quelques-uns dedans. Ils sont là présentement en train de travailler. Donc, pour revenir à votre question, je suis en train de dire que c'est parce que le contrat qui a été signé avec les 2 présidents, l'ancien et le président en fonction, comme il y a de mésentente entre eux et de ma compréhension, c'est ça qui a fait que beaucoup d'entre nous au port ne sont plus au port. On est obligé de faire avec et de se débrouiller. C'est ça qui a fait que je ne suis plus dans mon métier. Ça me fait vraiment difficile de gérer la petite famille. Aujourd'hui, si je ne suis pas marié, pour l'instant T que je suis en train de parler, je ne peux pas me marier. Parce qu'on ne serait pas dit que on ne veut pas, on a lutté, on a tout fait pour la mener, mais on a trouvé le contraire. Pour gérer petite famille aujourd'hui, ce n'est pas facile. Tu vas penser d'abord à la santé, manger, habiller, boire, se vêtir, faire chaud là, et encore supporter enfant. Vraiment, les amis, c'est tellement difficile. Tellement difficile aujourd'hui de gérer une petite famille. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Ah Jean. Comment? Dis donc, tu as toujours des conteneurs à dépoter. C'est quoi? Quel est ton secret? C'est la grâce de Dieu, hein? Oh, quel Dieu! Je suis commerçant comme toi. Et pourtant, je ne trouve pas de financement pour la commande de marchandises. Mon secret, c'est ma carte unique de Ravip. Quoi? Tu ne t'es pas fait recenser au Ravip? Je ne sais pas. À quoi ça va me servir pour mes activités commerciales? Recensement administratif à vocation d'identification de la population. Tu ne connais pas ça? Oui, ça c'est de la politique. À qui tu parles de politique? Avec Ravip, tu es identifié une fois pour toutes. Et c'est la clé de facilitation d'accès au crédit bancaire pour toute activité commerciale. C'est donc là ton secret? La carte unique là? Oui. Donc c'est la carte Sésame pour toutes les activités commerciales? Oui, c'est comme la carte Sésame. Mon frère, merci beaucoup. Ceci est un message de l'Agence nationale de traitement et du comité technique de pilotage du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Que si c'est m'a passé son brouillon pour que je puisse rectifier ma réponse. Tu es en train de m'avouer avoir triché, c'est ça? Gana. Dites-moi, vous ne répéterez pas? Mais quand même, Bénin doit faire dit, Pierre, oui, vous frère. Yo, mais comme, vous dites, on va voir, il faut se tout. Vous dites, vous
Vague Production, en collaboration avec Eden TV, vous offre la série Nouyon. Du lundi au vendredi à 12h45 et à 19h45. Rediffusion samedi et dimanche à 12h45. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Bienvenue à toutes et à tous. Le débat est désormais ouvert dans la logique de l'éducation, de l'information et de la sensibilisation. Eh bien, nous nous replongeons à nouveau dans le chapitre environnement pour aborder les condamnations fermes de 2017. Quel degré de sensibilisation répressive? Et contrairement à ce que je vous soufflais tantôt, j'ai eu le temps d'écorcher plus d'une fois le patronyme de notre invité ce matin. C'est bien Rose Naha. Elle est juriste environnementaliste. Face à elle, Peggy Ludovic Dagbar. Bonjour Peggy. Bonjour à vous, Loris Freddy Davo, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous l'avez dit tantôt, aujourd'hui, nous allons quand même pouvoir faire un bilan dans le domaine, je vais dire, des condamnations qu'on a pu observer, obtenir durant l'année 2017 sur le plan de la lutte contre la criminalité phonique. Vous n'êtes pas sans savoir que, eh bien, c'est quand même un phénomène, un fléau, on va dire, qui, ma foi, décime les espèces dans nos forêts. Et aujourd'hui, il faille quand même pouvoir faire quelque chose pour arrêter vraiment la saignée. Les trafiquants, ils sont nombreux et de tous ordres, de tout acabit, sans foi ni loi. C'est des gens qui fauchent vraiment la faune et en tirent beaucoup de profit, ce qui empêche la postérité d'avoir droit à ces espèces. Vous savez très bien, quand on était enfant, c'était quand même avec beaucoup de bonheur qu'on découvrait les espèces, surtout quand on est amené à aller dans la nature. Voici des antilopes, voici, comment dirais-je, de l'agouti, ainsi de suite. Je ne sais pas combien d'enfants ont eu encore cette chance aujourd'hui pour pouvoir observer ce genre d'espèces. Parce qu'il y a des individus qui ont choisi faire fortune, faire de l'argent dans ce domaine en traficotant ces espèces qui devraient normalement être protégées pour les générations à venir. Donc, il y a des organismes qui donnent dans la lutte contre cette criminalité-là, et il y a des cas qui difficilement sont identifiés et portés devant le procureur. Heureusement, il y en a eu qui ont été sanctionnés. Donc, nous allons faire un peu avec Madame Naha Rose, juriste environnementaliste, le bilan de tout ce qui est intervenu dans ce domaine. Madame Naha, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, pour déblayer quand même le terrain, nous allons essayer quand même de comprendre un peu quelle est l'arme dont nous disposons, dont dispose la justice pour pouvoir, traquer, pour punir ces genres de faits. Je veux parler de la loi numéro 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin. Effectivement, nous avons une loi, la loi numéro 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin qui régit la faune en République du Bénin. Qui parle de faune, parle d'animaux sauvages. Donc cette loi classe les espèces sauvages en 3 catégories. Nous avons les espèces intégralement protégées, dont la survie est menacée. Ces espèces ne doivent faire en aucun cas l'objet de détention
de chasse ou capture et de transport et de commercialisation, sous peine d'être sanctionnés selon les dispositions prévues dans la dite loi. Nous avons les espèces partiellement protégées. Ces espèces peuvent faire l'objet de capture, de chasse, de détention, mais il faut forcément une autorisation de l'administration forestière. Et nous avons les espèces non gibiers. Ces espèces peuvent être chassées, détenues et commercialisées. Maintenant, je reviens un peu en haut. Parmi les espèces intégralement protégées, nous pouvons citer l'éléphant, la tortue olivaque, qui est une espèce intégralement protégée, puisque menacée d'extinction. Nous avons le pangolin, et nous avons aussi le sitatunga. Maintenant, les espèces partiellement protégées, nous pouvons citer le python séba, le python royal, l'hippopotame, le phacochère et le lion. Mais aujourd'hui, la survie de cette espèce, je parle du lion, est vraiment menacée, puisque au niveau des parcs, nous n'en trouvons presque plus. Ah, les lions n'existent plus au Bénin? Ça existe, mais nous n'en trouvons plus assez. Récemment, on a entendu qu'il y en a un qui s'est échappé d'un zoo, qui vraiment créait la terreur au nord. Là, c'est à l'administration forestière d'être informée, et si vraiment cet animal menace la population, elle peut être abattue pour légitime défense. Mais il faut que la viande les dépouilles et les trophées de cet animal soient rendus à l'administration forestière. Mais qu'est-ce que l'administration forestière pourrait faire de ça? Les dépouilles peuvent être remis à des institutions à caractère social. Non, les trophées peuvent être vendus par abdication au gré à gré. Ou encore, déposés au niveau de l'administration forestière. Là, il s'agit d'une espèce partiellement protégée pour le moment. Maintenant, les non-gibiers, on peut citer le lièvre et autres. Et ceux-là peuvent servir à la consommation. Oui, exactement. Donc, on peut les chasser, les consommer, commercialiser. Tel que vous le dites, tel que le lion tend à disparaître aussi, pourquoi ne pas le hisser ou la hisser, cette espèce, je veux dire, au rang des là, animaux. c'est au président de la République qui, par un décret, peut déclasser provisoirement l'animal et la mettre en catégorie A, c'est-à-dire des espèces intégralement protégées. Alors, on parlait tantôt, restons dans le cadre des animaux, des espèces intégralement protégées. Est-ce que l'éléphant aujourd'hui existe encore en nombre suffisant? Est-ce qu'on arrive encore à en avoir dans nos forêts ici au Bénin? L'éléphant existe, mais en fait, la population d'éléphants a diminué. Si je vais dans l'international, aujourd'hui, la population d'éléphants est estimée à 6 000. Vous voyez? 6 000 en Afrique? Dans toute l'Afrique? Oui, 6 000. Wow, ça a largement diminué à cause du trafic qui se fait sur ces défenses et au trophée. Donc, pour poursuivre, il y a des dispositions qui punissent et sanctionnent les actes illégaux commis sur ces espèces-là. Nous avons par exemple l'article 153 qui punit de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme et 100 000 à 300 000 francs d'amende quiconque détient un animal sauvage sans permis ou bien qui fait circuler les trophées et dépouilles de ces animaux sauvages. Sans autorisation. Oui, sans autorisation. Nous revenons sur l'article... Est-ce que vous êtes sûr que 300 000, 100 000, 100 000 et 300 000 peuvent vraiment dissuader ces individus-là? Ça dépend. Ça dépend de l'infraction qui a été commise et sur quoi elle porte. Par exemple, en continuant l'article 154 de la même loi, punit de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement ferme et de 300 000 à 800 000 quiconque capture ou chasse les animaux sauvages sans permis dans les lieux interdits, par exemple dans les aires protégées, ou bien utilise des moyens et armes prohibées, ou bien quiconque importe, exporte, réexporte, commercialise les animaux sauvages, leurs dépôts ou leurs trophées
lorsqu'il s'agit d'une espèce intégralement protégée. Donc ça peut doubler selon la circonstance. Si par exemple, le braconnier est allé abattre l'animal, l'éléphant, dans une aire protégée, l'infraction peut passer de 5 à 10 ans. Si par exemple, l'abattage a été fait de nuit, ça peut aussi passer de 5 à 10 ans. Ou encore, s'il s'agit d'un agent de l'État ou d'une collectivité locale qui est impliqué, ça peut doubler. De même pour un récidif. Celui qui a été pour la première fois condamné pour une infraction fournie, commis sur une espèce intégralement qui récidive, ça peut aussi doubler. Ça peut aussi aller au crime lorsque 2 des circonstances que je viens de citer sont en prime. Donc, c'est un peu ça. Et c'est des cas qui surviennent souvent, puisque vous êtes sur le terrain? Les cas de récidive? Oui, les cas de récidive, des gens qui ont été appréhendés, qu'on a dû relâcher, mais qui reviennent encore sur le terrain, et ainsi de suite. Ça dépend de l'application des tests qui a été faite à leur endroit. Parce que si la peine appliquée est dissuasive, si par exemple quelqu'un qui a commercialisé une espèce de trophée d'une espèce intégralement protégée est puni comme il se doit, je ne pense pas que la personne ira encore dans la brousse ou dans la forêt ou dans une aire protégée pour abattre le même animal. Oui, mais il y a des têtus. Et puisque ça l'aide, cette activité l'aide à régler quelques problèmes. C'est une activité même très lucrative. Par exemple, le kilogramme d'ivoire à l'international, c'est 600 000. Maintenant, sur le plan local, ça peut aller de 200 à 250 000. Imaginez-vous quelqu'un qui abat un éléphant et qui arrive à extraire des défenses pesant 10 kg. 200 000 fois, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, si celui-là, par exemple, est appréhendé et conduit devant les juridictions et qu'on le condamne avec une peine non dissuasive et des amendes aussi non dissuasives, la personne est amenée à payer pour encore reprendre ou continuer son activité. Ça le besoin. Ah oui. Nous allons maintenant, puisque nous sommes imprégnés quelque peu dans la loi 2002-16, eh bien, on va maintenant demander à Rose Naha, c'est bien ça, je ne me tromperai plus sur le patronyme, de nous rappeler, comme vous le demandez tantôt, des exemples, des types, des exemples sur le territoire béninois. Okay. Au cours de l'année 2017, on a eu 4 condamnations fermes, dont à Cotonou, il s'agissait de 2 trafiquants qui ont été arrêtés en flagrant délit en possession de 16 carapaces de tortue olivac. Je rappelle que la tortue olivac est une espèce intégralement protégée. Donc, mais elle se retrouve souvent où, la tortue? Sur les côtes béninoises. De juin en novembre, elles viennent sur les côtes pour pondre les œufs. Mais pendant cette période, la population habitant dans les environs chasse ces tortues olivac. Puisque n'ayant pas l'information. Non, des sensibilisations sont faites. Il y a des structures bien habitées sur la place. Et si ces tortues ne portent pas des marques et autres, que moi, du retour à la plage, je récupère 1 ou 2 tortues. La tortue n'a pas besoin de porter des marques. Il y a des sensibilisations qui sont faites. Il y a une structure, par exemple, qui s'occupe spécifiquement de ce domaine, tortue marine, qui depuis 20 ans a fait de la sensibilisation simple. Vous voulez parler de l'ONG Nature Tropicale? Exactement, mais pourtant, la population continue de massacrer cette espèce, soit pour ses œufs, soit pour sa chair, ou pour ses trophées. Les carapaces. Ailleurs, pour des espèces comme ça, on voit les espèces marquées, les espèces baguées, voilà, des trucs pour distinguer, pour montrer à la population, aux citoyens que voilà, ce sont des espèces, c'est pas en étude ou bien protégées. Oui, ça se fait, mais on ne peut pas baguer toutes les tortues qui viennent sur nos côtes. Donc c'est celle qu'on arrive à... Vu que la sensibilisation est faite, la population est informée, ce qu'ils devraient faire, c'est les laisser pondre leurs œufs et les laisser repartir. Mais est-ce que, quand même, avec ces actions, on note quand même une certaine adhésion des populations aujourd'hui? Parce que, parlant de l'ONG Nature Tropicale, il faut quand même dire qu'on voit beaucoup d'actions de la part de cette ONG sur nos côtes, où même depuis quelques années maintenant,
elle organise des séances voilà, pour amener les gens à comprendre, à connaître d'abord la torture, à comprendre distinguer les différentes espèces. L'intérêt qu'il y a vraiment à protéger ces gens de torture. Est-ce que l'adhésion des populations commence à naître quand même? Oui, avec l'application des lois, la population devient de plus en plus sensible. Comme je vous le disais tantôt pour le cas de Cotonou, celui qui a été appréhendé avec 16 carapaces de torture livrable. 16 hein? Oui, 16 carapaces, qui s'apprêtait à commercialiser. Ce dernier a écopé de 3 mois ferme, avec 1 million de dommages et intérêts. Et il a purgé sa peine? Oui, il a purgé. Vous l'avez suivi? Oui, ça a été suivi. Comment le dossier a été suivi? D'abord, d'où est partie l'alerte jusqu'à la condamnation? Racontez-nous un peu. Bon, les informations ont été données et on a apporté un appui technique aux forces de l'ordre, la police judiciaire et la direction des eaux et forêts qui ont mené l'opération. D'après l'opération, ils ont rédigé un procès verbal. Les mises en cause ont été présentées au procureur qui, après débat, a déposé ces personnes et a fixé une date d'audience. Donc c'est lors de ce procès que ces personnes ont été condamnées à 3 mois ferme. Et on peut dire quand même que ça a eu un effet sur... Oui, ça a eu d'impact. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous allez sur les côtes et que, par exemple, vous demandez « je veux de la viande de tortue », ou bien j'ai besoin des crofets, la population est vraiment craintive. Elle dit, on arrête pour ça, je ne veux pas aller à prison, je ne veux pas être privé de ma liberté. Donc on peut dire que l'application de la loi à cet endroit a vraiment porté. Maintenant, je poursuis, nous avons eu un cas de parcours, il s'agit de 6 personnes appréhendées avec 4 points faisant 14 kg au total. Donc, ces personnes ont été conduites devant la juridiction du TPI de Parakou. C'était quel trophée? Quel type de trophée? Les ivoires d'éléphant. D'accord. Les ivoires d'éléphant. Donc, un jugement a été rendu. Les 4 d'entre eux ont été condamnés à 12 mois ferme d'emprisonnement. Et 300 000 d'amende et 15 500 000 dommages et intérêts. Donc, la dernière fois, ils ont relevé appel de la décision. Donc, au niveau de la Cour d'appel, tout en confirmant la décision rendue en première instance, a ramené la peine de 12 mois à 10 mois d'emprisonnement ferme. Donc, c'est toujours resté ferme? Oui, mais ça a été réduit. Réduit légèrement? Oui. Donc, ce qui fait que ces personnes sont actuellement libres. On sait que dans la zone du nord du pays, on a beaucoup de ces genres de cas de trafiquants. Est-ce que, comment dirais-je, la police, les eaux et forêts ont vraiment les moyens de pouvoir traquer avec succès ces genres de trafiquants? Est-ce qu'on va parler de moyens? Si on s'appesantit sur les moyens, nous n'allons jamais... On ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire, on ne va jamais arriver à l'appréhension de ces personnes, mais on fait avec le minimum. Mais la prévalence de l'activité sur le terrain, elle est comment aujourd'hui? Est-ce qu'elle est toujours vive, c'est toujours aussi intense? Ou bien, avec ces genres de condamnation, on commence à noter quand même un recul? Elle a reculé. Il y a un recul au niveau de ce trafic, surtout portant sur les voies d'éléphants. La population prend de plus en plus conscience et sait que si elle enfreint, elle détient par exemple les défenses ou bien elle commercialise, tente de commercialiser, elle va être privée de sa liberté. Mais est-ce que ce n'est pas beaucoup plus dû au fait que, on ne rencontre plus autant d'éléphants, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, l'espèce est totalement en extinction, près de 6 000 pour toute l'Afrique. Est-ce que l'effet n'est pas beaucoup plus de ce côté-là que la prise de conscience? Moi, je pense que l'effet est plus au niveau de la répression. C'est ce que je pense. Parce que même s'ils ne sont pas informés, s'ils ne sont pas conscients, s'ils ne savent pas qu'il y a une loi qui protège ces animaux, malgré le peu d'éléphants qui restent dans les parcs, ils peuvent s'aventurer et aller les abattre et faire continuer le trafic comme bon le sent.
Bon, je poursuis, nous sommes sur Nati Tengo. Donc, il s'agit de 3 trafiquants qui ont été interpellés avec 14 points, tu vois, d'éléphants. Donc, 7 éléphants battus. Et lors de la poursuite des investigations, on a réussi à appréhender 2 autres, ce qui fait au total 6. Mais au cours du procès, ils ont été condamnés à... L'auteur principal a été condamné à 60 mois ferme, dont 5 ans, la peine maximum. Et les autres Les 3 autres ont été condamnés à 36 mois à sortie de suicide. D'accord. Donc c'est vraiment une décision, un jugement qui est encouragé. Voilà, quelques cas, Cotonou, Parakou, Nati Tengo et Kandi. Mais malheureusement pour cette décision, comme pour le cas de Parakou, les détenus ont relevé appel et la Cour a, tout en confirmant, comme je dis, la décision rendue par le tribunal de Nati Tengo, a ramené la peine à 6 mois ferme. Là c'est une déception? Non, ça c'est pour le... Pardon? C'est une déception? De 5 ans à 6 mois? Bon, non, ça c'est pour le cas de Nati, excusez-moi. Cette personne a été condamnée à 40 mois et 48 mois d'emprisonnement ferme. Mais la Cour a ramené ça à 6 mois ferme, avec 1 million d'amende. C'est une déception parce que quitter de 48 mois pour 6 mois, ça veut dire que ça n'encourage pas d'abord ceux qui s'échinent, luttent pour la conservation, la sauvegarde des espèces intégralement protégées. Et ça ne dissuade pas le trafiquant en ce sens que celui qui est sorti maintenant, quelque peu de 6 mois, il peut encore aller refaire parce qu'il sait que même s'il est condamné, la peine ne sera pas aussi forte et qu'il a les chances de s'en sortir favorablement. Et c'est déjà quand même mieux que rien parce que 6 mois d'emprisonnement ferme, il sera quand même resté, il va rester dans les liens de la prison. Je n'ai pas refusé, mais pour vraiment prendre à corps le trafic, le problème, il faut vraiment que la peine soit réellement dissuasive. Parce que ça, c'est doublé. Quelque part, on dit c'est doublé lorsque c'est commis au dépens d'une espèce intégralement protégée. D'accord. C'est doublé. La peine de 6 mois peut être à 5 ans, là, c'est doublé. Et dans le cas d'espèce, il s'agit d'une espèce intégralement protégée. Donc la peine devait être encore plus grande. Voilà. Donc ramener à 6 mois, vraiment c'est encourager vraiment ces trafiquants à continuer dans leurs besoins. Donc on va dire que durant l'année 2017, la seule note un peu de déception qu'on a notée parmi tout le reste. C'est surtout au niveau de la Cour d'appel qui qui adoucit quelque peu la sanction. Parce que les juges prennent les décisions selon les intimes convictions, mais on souhaite que la décision soit plus dissuasive. Est-ce qu'à la Cour d'appel, tous les éléments ont quand même pu être à nouveau mis à la disposition du juge pour mieux apprécier? Est-ce que ce n'est peut-être pas un défaut de procédure à un niveau donné ou ce qui a permis n'a pas permis au juge d'appréhender vraiment la gravité du cas? Bon, seul le juge peut le dire. Évoquer les motifs, mais sinon, au niveau de la Cour d'appel, les débats ont été mêlés. Le juge a été quand même bien informé du cas, de la fait, surtout de la décision qui a été rendue à première instance. Mais comme je le disais, le juge rend une décision selon son intime conviction, c'est à lui d'apprécier. Alors, quand on va quand même faire le point de toutes ces condamnations, qu'est-ce qui se dégage? Est-ce qu'on peut dire quand même que la lutte contre la criminalité phonique avance au Bénin? Oui, on peut dire ça. On peut dire que la lutte contre la criminalité phonique avance. De toute façon, on sent que les acteurs sont de plus en plus impliqués dans cette lutte. La lutte contre la criminalité phonique, il faut dire que ce n'est pas, comment dire, à l'endroit d'une seule personne. C'est une synergie d'action du citoyen lambda, ministère de l'Environnement, ministère de la Justice. Et c'est ce ministère qui est plus impliqué parce que c'est à elle de rendre les décisions
de bonnes décisions pour pouvoir dissuader le trafiquant à ne plus retourner dans ce trafic. Dans les fermes, dans les packs et autres, dans les réserves. Alors, et si on revenait, pour mettre un terme à cet échange, rappeler un peu les types de sensibilisation et pourquoi le choix de la sensibilisation répressive? Ok. Au tout début, on a commencé avec la sensibilisation simple, c'est-à-dire informer la population sur l'impact que leur activité illégale aura sur l'espèce. Mais on s'est rendu compte que dès qu'on tourne le pied, cette population se roule dans les parcs et autres pour abattre ces espèces. Donc, au finish, on s'est dit que seule la sensibilisation répressive qui est dissuasive pourra préserver nos espèces. Mais quelle forme prend-elle, cette sensibilisation répressive? Puisque ce que nous faisons ici, c'est une sensibilisation aussi, mais pas répressive. Oui, ça permet d'informer d'abord la population sur le fait que lorsque vous commettez une infraction sur une espèce intégralement protégée, vous pouvez être privé de votre liberté. Et en outre, ça permet aussi de préserver la faune pour les générations futures, présentes et futures. Donc, de façon résumée, la population est bien informée sur la répression qui a lieu lorsque vous commettez une infraction sur une espèce intégralement protégée. Et ça peut aller jusqu'à la privation de liberté. Alors, que dire maintenant de la collaboration avec les populations? Parce que c'est elles, en définitive, qui peuvent quand même donner les meilleures informations. Est-ce que vous avez pu développer quand même de bons systèmes, des mécanismes pour être vraiment alerté des meilleures informations au moment où il le faut? L'information peut venir de partout, des populations, surtout des populations. Donc c'est eux, le plus souvent, qui informent de ce genre de cas. L'administration forestière ou les forces de l'ordre. Je peux dire qu'au niveau de ces forces de l'ordre, de ces unités, la collaboration entre population et forces de l'ordre est quand même bonne. Est-ce qu'il y a des numéros d'alerte, par exemple, où monsieur tout le monde qui note déjà une certaine traque à un niveau donné peut déjà appeler pour dire « Ah, attention, j'ai commencé à voir des individus mal intentionnés, prendre des positions, faire des choses ». Est-ce qu'il y a des numéros d'appel? En fait, dans chaque localité, il y a l'inspection forestière. Et à côté de l'inspection forestière, il y a la gendarmerie, les unités de gendarmerie et de commissariat. Donc, lorsque la population est informée, quelqu'un est informé d'une personne qui s'apprête à trafiquer ou bien à braconner une espèce faunique, elle se rapproche soit de l'administration forestière, soit du commissariat ou de la gendarmerie pour les tenir informés. C'est la seule procédure d'alerte. Oui. Il faut se rapprocher des gendarmeries ou d'un commissariat le plus proche. Alors, parce que parfois, on peut rentrer chez soi et constater qu'à côté, que c'est le colocataire qui vient de rentrer avec soit un gros gibier. Il s'apprête vraiment. Ne le sachant pas, forestier ou chasseur autorisé ou autre, on peut être tenté, on peut avoir envie de passer l'information, mais si on n'a pas le tuyau, si on n'a pas la procédure assurée, ben voilà, on va assister sans savoir quoi faire, sans savoir quel comportement adopter. Et ainsi, on aura aussi, sans le vouloir, participer au forfait. Mais nous arrivons au thème de l'émission. Est-ce que vous avez quand même quelque chose à nous dire en guise de conclusion pour vraiment relancer? Parce que 2018 vient de commencer, mais nous sommes déjà au 3e mois qui démarre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des perspectives pour cette année 2018 pour que la lutte soit plus âpre et pourquoi pas porte mieux ses fruits? Parce que là, on a réussi qu'à avoir 4 condamnations au cours de 2017. Je ne veux pas croire que c'est seulement 4 activités qu'il y a eu.
4K. Alors, est-ce qu'il y en a pour mieux appréhender ces cas-là et pour mieux les sanctionner? Bon, en guise de conclusion, je peux dire, comme je le disais au tout début, que cette lutte concerne tout le monde. Donc il faut véritablement une synergie d'action au niveau des différents acteurs impliqués dans la lutte contre la criminalité phonique. Maintenant, à la suite de ça, on espère vraiment que le crime commis sur les espèces intégralement protégées. À l'international, c'est considéré comme un crime. Le fait d'abattre une espèce intégralement protégée, c'est un crime, mais sur le plan national, c'est considéré comme un délit. Donc, on espère que ça... Qu'est-ce qui est fait pour qu'au plan national, on puisse passer à la même qualification qu'à l'international? Bon, c'est au gouvernement d'en décider. C'est au gouvernement de décider. Sinon, à l'international, par exemple, c'est considéré comme crime parce que les ressources financières issues de ce trafic, la commercialisation des espèces intégralement protégées, servent à financer les groupes terroristes tels que les Chebab et tout le reste. Donc, c'est une insécurité au niveau de la population. Et aussi, vu l'aspect de conserver les ressources naturelles pour les générations présentes et futures. Donc, nous souhaitons aussi que les acteurs de la justice s'impliquent plus, parce qu'ils s'impliquent déjà. Nous souhaitons qu'ils s'impliquent davantage avec nous dans la lutte contre la criminalité phonique, en rendant un jugement vraiment dissuasif à l'endroit de ces personnes, ces trafiquants qui détruisent nos faunes sauvages de façon spécifique et nos ressources naturelles de façon générale. D'accord. Ben voilà, nous arrivons au thème de cette émission. Je crois que comme intérêt général, on peut comprendre vraiment qu'il y a des avancées qui sont faites, notamment par rapport à ces cas de condamnation par la justice. Et c'est des choses qu'il faut encourager, parce qu'il n'y a que ça pour dissuader. Comme je le disais tantôt, ils sont assez nombreux, ces individus. C'est hors la loi qui décident vraiment de tuer, d'éteindre ces espèces-là. Et ce qui est vraiment mauvais pour la faune, ce qui est vraiment mauvais pour la flore et pour la postérité, parce que on ne peut quand même pas vivre sans histoire. L'histoire, quand même, c'est déjà ce qui s'est passé avant nous, ce qui se construit pendant que nous sommes là et qui va certainement poursuivre après nous. Donc, nous ne devons pas être des assassins de l'histoire. Il faudra éviter cela et par tous les moyens. Donc, nous allons prier simplement que cette lutte-là puisse vraiment connaître un regain vraiment d'intérêt, tant au niveau des populations qu'au niveau des pouvoirs publics, pour aider vraiment à préserver ces espèces-là pour la postérité. Merci Peggy Ludovic Dagba, merci à Madame Rose Naha. Elle est juriste environnementaliste. Merci pour la disponibilité, merci pour l'enseignement, pour l'information, pour la sensibilisation. Eh bien, Matin d'Éden se poursuit. Vous suivrez juste après le débat fait croiser la sélection d'Éden et la chansonnette. La sélection d'Éden avec une présence d'artistes sur nos plateaux. L'artiste, je garde le suspense pour le moment, Ahmed Aripa vous rappellera, mais je vous souffle déjà que l'artiste, le titre du morceau c'est bien Parlons-en, où l'artiste se trouve en featuring avec Fanny Sénan. Eh bien, c'est à suivre dans quelques minutes. Juste après la sélection d'Éden, la chansonnette avec sans Arnaud Moriagua, rassurez-vous. Et puis, la revue inter de Carlo François pour introduire James William Baguidi dans les clés du monde. James se propose d'aborder ce matin, RDC-ONU, les enjeux du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Les enjeux du renouvellement du mandat de la MONUSCO. On en parle dans les clés du monde. Voilà pour la suite de votre émission Matin d'Éden.
Contactez le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Heureusement que si c'est m'a passé son brouillon pour que je puisse rectifier ma réponse. Tu es en train de m'avouer avoir triché, c'est ça? Gana. Dites-moi, vous n'avez pas tiré pas? Mais quand même, deux frères dit, Pierre, oui, mon frère. Yo, mais comme, peut-être on va voir y France tout, peut-être vous tout français peut être, on va continuer on vient donc on a blé, oui, vous tout ensemble, FAC Production, en collaboration avec Eden TV, vous offre la série Nounoin. Du lundi au vendredi à 12h45 et à 19h45. Rediffusion samedi et dimanche à 12h45. Ah, Jean. Comment? Dis donc, tu as toujours des conteneurs à dépoter. C'est quoi? Quel est ton secret? C'est la grâce de Dieu, hein? Oh, quel Dieu! Je suis commerçant comme toi. Et pourtant, je ne trouve pas de financement pour la commande de marchandises. Mon secret, c'est ma carte unique de Ravip. Quoi? Tu ne t'es pas fait recenser au Ravip? Je ne sais pas. À quoi ça va me servir pour mes activités commerciales? Recensement administratif à vocation d'identification de la population. Tu ne connais pas ça? Oui, ça c'est de la politique. À qui tu parles de politique? Avec Ravip, tu es identifié une fois pour toutes. Et c'est la clé de facilitation d'accès au crédit bancaire pour toute activité commerciale. C'est donc là ton secret? La carte unique là? Oui. Donc c'est la carte Sésame pour toutes les activités commerciales? Oui, c'est comme la carte Sésame. Mon frère, merci beaucoup. Ceci est un message de l'Agence nationale de traitement et du comité technique de pilotage du recensement administratif à vocation d'identification de la population, RAVIP. Contactez le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Et oui, Matin d'Eden se poursuit maintenant avec la sélection d'Eden et la chansonnette. Ahmed Arikpa, bonjour. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord. Bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Oui, et la chansonnette, je dirais que le personnage ou la personnalité qui a poussé la chansonnette à en croire à Nomori Agua était jusqu'à la soirée d'hier à son poste. D'accord. Il a été à l'issue du Conseil des ministres. Enlevé. D'accord. Voilà, il a perdu son poste. D'accord. Voilà, peut-être qu'il sera. Au profit de Mori ou... Pas au profit de Mori. C'est bien sûr le directeur général de l'ABE, le docteur Léopold Nyankadia, qui a poussé la chansonnette. Donc, on dira désormais l'ancien directeur général de l'ABE. Voilà, avec les précisions de Nomori Yagua. Ouais. On suit la chansonnette. Je croyais n'avoir pour elle qu'une affection fraternelle. Je pleurais pour simple plaisir, mon amour pour Célestine. Puis pendant bien longtemps, j'ai douté de mes sentiments. Oh, je l'ai toujours aimé sans vouloir lui avouer. J'ai dû lui écrire ce que j'avais à lui dire. Elle m'a dit au retour qu'elle acceptait mon amour. À présent, je veux lui offrir mon cœur.
dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Moi je suis un garçon timide, chaque fois je me dessine, même si mon cœur résiste, j'ai ma langue qui résiste. J'ai dû lui écrire ce que j'avais à lui dire. Elle m'a dit qu'au retour, qu'elle acceptait mon amour. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Nous allons nous unir pour le meilleur et pour le pire. Elle sera ma moitié, je serai sa moitié. Nos joies seront les mêmes, nous partagerons nos peines. Elle sera mon seul amour et je l'aimerai pour toujours. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Voilà. J'aimais bien cette chanson. Oui, tu sais, moi j'ai étudié sous la tutelle de ma grande sœur. C'est elle, paix à son âme, c'est elle qui m'a gardé, qui a pris soin de moi. Et elle aimait chanter ça. Donc, je l'écoutais fredonner ces chansons et j'ai gardé ça comme ça. J'ai toujours chanté, c'est vrai, ça m'arrive. Voilà. Et puis les paroles sont douces, il y a de l'amour, il y a de l'espoir, de l'espérance, il y a la foi, et puis il y a la beauté. Tu vois. Je crois que c'est des parties de la chanson qui frappent. Ouais, il frappe. Et moi, j'aime tout ce qui est doux, calme, tout ce qui se fait avec le cœur, la tête. Voilà. Pourquoi j'aime bien cette chanson. Je croyais n'avoir pour elle qu'une affection fraternelle. Je pleurais pour simple plaisir, mon amour pour Célestine. Puis pendant bien longtemps, j'ai douté de mes sentiments. Oh, je l'ai toujours aimé, sans vouloir lui avouer. J'ai dû lui écrire ce que j'avais à lui dire. Elle m'a dit au retour qu'elle acceptait mon amour. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Et oui, c'est presque le même effet que le son fait au personnage que ce même son ou ce même extrait me fait quand je suis chaque fois. Bouquet de fleurs de Daouda. Reste à savoir si, de toute façon, vous imaginez que le son lui fait un effet. Oui, écoutez, qui peut ne pas être le même que celui qu'il vous fait ce son. Vous ne le voyez pas vivre le morceau. Ben oui, c'est vrai qu'en le voyant chanter, on a l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de souvenirs attachés. Je ne dirais pas comme notre confrère de la nationale qui jouit littéralement quand il suit un match de foot, quand il commente un match de foot. Sinon, je suis bien tenté de dire. De toute façon, je pense qu'ici en studio, et Bonheur et moi, on a pu se convaincre du fait que il y avait beaucoup de souvenirs rattachés à ce morceau-là. Ça nous rappelle, oui, c'est vrai. Pour vous, Loris Freddy d'abord. Ça me rappelle moi, mais les premières amours, c'est ça. Hein? Amour précoce en plus. Le collège, oui, très précoce. Premières amours précoces. Les cahiers de chant en 6e. Ah, vous n'en avez pas eu, les cahiers de chant. Ouais, mais bon. Oh là là. On n'a jamais été vraiment... C'était comme ce cahier qu'on avait quand on préparait le CEP. Le CEP, le cahier de chant, oui, où il fallait... Non, je pense qu'on... Je pense qu'on appelait ça cahier de choix. Cahier de choix. C'était similaire. Mais ici, il n'y a pas de poèmes, il n'y a pas de poèmes et chants. Il n'y avait que des chants de cette connotation. D'accord. Des chants à sémantique, sensuelle, amoureuse, langoureuse. Et ça aussi, c'était important dans le cadre des cours?
recevait. C'est la vraie question qu'on ne se posait pas. En tout cas. C'est des cahiers que les professeurs saisissaient. Des cahiers dans lesquels on avait les chansons comme Titanic, c'est ça? Titanic, I always love you. En tout cas, il n'y avait que ces tubes, il n'y avait que ces sons, il n'y avait que ces morceaux en ce moment. Il n'y avait que ces tests. Alors, on va passer à la sélection d'Eden. Oui, on passe à la sélection d'Eden. J'ai livré le titre, rassurez-vous. D'accord. J'ai dit que c'est de Parlons-en qu'il question. D'accord, oui. Et que l'auteur est amphitruine avec Fanny Sénan. Mais j'ai pas livré. Mais le nom de l'artiste passe encore. J'ai entretenu la discrétion autour. Merci. Merci d'avoir respecté bien ces consignes-là. Évidemment qu'on va parler, chers amis, et ce que je reçois pour vous, justement, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui bien livre des mots pour toucher, des mots pour dire des choses. C'est un slammer, en fait. Donc, on entre dans l'univers du slam aujourd'hui avec Bonheur. Bonheur, c'est son nom. Il est de la famille de Kamal. Voilà, de la famille de Kamal, de la famille musicale, je veux dire. Sergent Marcus, voilà, et tout le reste, Gopal Das, pour ne citer que cela, évidemment. Et c'est d'ailleurs avec Bonheur qu'on l'accueille sur ce plateau. Bonjour Bonheur. Bonjour Ahmed. Et bienvenue sur le plateau de Matin d'Eden. Merci beaucoup. Je le disais, donc, on va parler aujourd'hui, puisque vous êtes un parleur finalement. Je pense que les slammers, ce sont des parleurs, ce sont des gens qui disent des mots. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle le spoken word, du mot dit, pour toucher, pour impacter. Le slam, pour le définir, selon vous, ce serait quoi? Parce qu'on le sait, alors, on dira scène libre, homo, ça c'est des définitions peut-être liées... Est-ce que c'est une définition acceptée de tout le monde? Voilà. Bon, ça reste encore à voir. À voir. Sinon, le slam, originellement, c'est un texte déclamé sur scène, tout simplement. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a pris une autre tournure, où on va en studio pour enregistrer des disques. On enregistre, on se fait accompagner, voilà. À l'origine, c'était pas ça, c'était juste de la cappella. Aujourd'hui, comme tout art, ça a évolué. On peut se rendre en studio pour enregistrer des disques et permettre aux gens de nous écouter même quand on n'est pas sur scène. Voilà. D'accord. Et votre aventure à vous, avec le slam, comment ça a démarré? Oh, ça a commencé à l'université. D'accord. Où j'ai découvert d'abord Grand Corps Malade, comme la plupart d'entre nous. Après, quand j'étais à LC2, puisque j'ai travaillé là pendant quelques années, il y avait un concours de slam national organisé par Kamal, justement. D'accord. Bénin Slam. On était en 2012. J'ai participé au concours, j'ai remporté. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient cet amour des lettres que je partageais avec eux. Déjà. Voilà. Donc on s'est créé une petite famille qu'on a nommée Slamwood, pour ceux qui ont entendu parler de nous à l'époque. Et c'est là vraiment que j'ai commencé par me donner vraiment à fond au slam. Et il y a eu d'autres. Il y a eu plusieurs événements. On a fait beaucoup de choses à Cotonou à l'époque, entre 2012 et 2014. Puis il y a eu le clip en 2015. J'ai raccroché, survenu en 2018. En 2018, pas dire fin 2017 en fait. Oui. Puisqu'il y a un single quand même qui est sorti en fin 2017, dont on va parler tout à l'heure, avec un titre assez violent d'ailleurs. On en parle dans un court instant, mais avant, justement, le clip, t'en parlais, une collaboration avec Fanny Sénan, qui est sorti en 2015. Septembre 2015. Et sur ce titre-là, justement, il était question de parler. Mais de parler de quoi? On va découvrir cela en images et en son maintenant. Voici Bonheur, voici Fanny Sénan. Parlons-en. Tout est mémidé, bon ménamo vivant et Azomande, mamale ya hile ye monosanu. D'entrée, je m'excuse pour l'allure véléique de ces vers qui s'usent dans la chasse à l'éthique. Prends ma langue de bois, fais une chaise et viens t'asseoir au soir de nos démons nubiens. Le Bénin est à l'image de ces grands carrefours, s'y côtoient dans des mirages des mendiants et des fous. Nos villes sont aussi sales que le sont les égouts. Je sens que ce test sera coupable de n'avoir fait des absous. On échange l'impolitesse comme de chaudes salutations. L'inconscience est une ivresse qui a saoulé toutes nos actions. Le pays court le marathon sur la piste de ses rêves. La devise sur le fanion, on se glisse et on se serre. L'éducation nationale nous forme des ducs-au-but. Comme le 11 national, incapable du tir au but. L'école enseigne l'oubli. J'ignore même qui je suis. Homme blanc, j'ai lu ta gloire, je me vois dans ton histoire. Je veux mettre mon âme dans la peau d'un emploi. Le chômage me clame comme la mort le froid. Reprenez vos diplômes et rendez-moi mon cerveau.
L'école est un fantôme qui recherche son tombeau. Chaque repas est une ruse pour éloigner nos plaintes. Et de la foi on abuse pour dévaluer nos craintes. Nos marchés sont des écoles, nos mairies apprennent la patience. Rien ne se vend mieux que l'alcool, faut bien noyer l'indigence. Bomena movivo ekolo Asomande mamale ya hile ye monusanu Chichenambi we somoto chirole Benupo alolalo meto chena inukon Fifa bamide Doto chimelo Alafia bamide Désormais la voix du crime s'entend dans le chômage. Je ne dis pas pour la rime, j'ai cette peur en tatouage. Aller demander de l'aide, à cela personne ne cède. Mais ça claque des billets lorsque quelqu'un décède. Le mauvais œil nous guette par la porte des médias. Nos journalistes nous servent, la salade est vendue. Je le dis, enquête dans le lointain de Paris. Mais quand j'attends, me pend. La balade est pendue, on voit plus de paires de fesses et de seins à la télé. Et on s'étonne que la jeunesse soit sexuellement orientée. Parce qu'il n'y a plus de petites filles, ça quand le fruit est dans la génération au bout du ville. Le futur est à ton image, la jeunesse n'a plus qu'un rêve. Réaliser des cauchemars, faire l'appel à la misère pour enfin fêter le milliard. Les politiciens sont les seuls exemples de réussite, c'est l'une des leçons de somme qu'on retient des soucis. Nos routes sont si étroites qu'elles étouffent le devenir. Le Bénin n'a pas de voix, comment aller vers l'avenir? Et on veut nous faire croire qu'avoir la foi sauve dans ce pays de loi et d'hommes intègres chauves. Le Bénin est malade, même si un check-up il faut des citoyens capables de diagnostiquer ses défauts. Le développement a un prix. Vous l'avez constaté comme moi, la belle voix, le bel ensemble acoustique qui accompagne ce test n'a pas pu dissoudre, atténuer pour autant le réquisitoire, évidemment. Je dirais la plume corrosive de notre artiste. Oui. Bonheur, évidemment, qui est avec nous sur qui a relevé assez de des insuffisances, assez de bêtises de la société. Il parle de beaucoup de choses, donc dans ce single-là, si on peut le dire, la collaboration avec Fanny Senam. Pour résumer, en fait, on retient quoi finalement? Bon, d'abord, j'aimerais situer le contexte dans lequel j'ai fait cette chanson. C'était en 2015? Oui, c'était en 2015, mais ce n'est pas le premier son que j'ai enregistré quand même. Il y a eu un autre en 2013, avant celui-là, que je n'ai pas publié. Publié du tout. Donc, quand j'ai pris la décision de faire un single, je me suis dit, il fallait que tu fasses un truc qui allait mettre tout le monde d'accord. Et quand je dis d'accord, ce n'est pas forcément par rapport à la rythmique, mais aussi par rapport au message que j'allais véhiculer. Donc, je me suis dit, autant t'attaquer à une thématique qui rassemble tout le monde. D'accord. Et on était en 2015, donc sous le fin régime. De mandat, voilà, précédent, avec tout le remue-ménage qu'il y avait. Et tout. Je me suis dit, bon, ok, essaie de t'intéresser à la chose, mais évite de caricaturer la chose de façon politique. Donc, je suis sorti avec un calepin. Je faisais ça tous les soirs quand je rentrais du boulot. Je prends un calepin et puis je me baladais. Et moi, j'ai déjà un conseil, je ne sais pas si c'est un bon conseil à donner à Bonheur. Il dit qu'il cherche à faire ce qui va... mettre tout le monde d'accord. Je vous dis non. Mais voilà. Non, en fait, quand je dis tout le monde d'accord, quand je dis tout le monde d'accord, c'est pas la vie. C'est pas la vie, c'est juste que tout le monde puisse se retrouver. C'est exactement ça. Se retrouver dedans. Voilà. Ce qui est acceptable, qui ne sort pas des limites de la société. Il est entré déjà dans nos considérations, en fait. Il est entré dans nos considérations déjà. Non, je suis d'accord avec lui au fond, je suis d'accord. Évidemment. Parce que si on devait tenir compte de ce que... On peut pas appeler à tout le monde. Exactement, c'est impossible d'ailleurs. Donc, j'ai essayé juste de relever ce que je voyais, ce que j'entendais, et j'en ai fait un test. D'accord. C'est ça. Donc, c'est comme ça que tu as lu tout simplement. Voilà. Alors, quelque part, tu parles des églises, tu parles de l'école et tu t'en prends même aux journalistes finalement. Tu dis qu'ils savent la salade des vendus, oui. Ils t'ont fait quoi les journalistes? Qu'est-ce qu'on t'a fait nous? Est-ce qu'on a commis un péché de te recevoir ici? Il s'est pas pris qu'aux journalistes. Non, ça c'est ce que j'ai relevé. Il ne faut pas oublier que je suis moi-même journaliste. Mais voilà, alors donc quelque part, je sais quand même de quoi je parle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Plusieurs corporations. Oui. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché?
Non, mais c'est pas que je jette la pierre. Il n'a fait mais qu'à j'aimerais moi juste que aucun les corps. choses se passent autrement, c'est tout. Ouais, que les choses se passent autrement. Oui. Justement. Alors, ton actualité, puisqu'il faut rappeler que ce single, donc ça date de 2015 quand même. Pour Ton finir. actualité, c'est le single qui est sorti en fin d'année dernière. Je parlais donc d'un titre assez violent, Viol sentimental, que cela s'appelle. Je l'ai fait écouter à une ou deux personnes qui jusqu'à présent n'ont pas encore réussi à cerner ce qui se dit concrètement. Vous êtes peut-être à le faire. Comment dire, malheureusement ici on est à la télé, donc le single, la version vidéo n'existe pas encore. Non, mais je mettrai le son tout à l'heure sur la musicale info sur Diaspora FM dans les minutes à suivre à partir de 11h. Donc pour expliquer un peu. D'accord. Viol sentimental, d'abord, c'est une histoire personnelle. D'accord. Ouais. C'est une histoire personnelle. En fait, ce que je veux mettre en avant, c'est cette incapacité qu'on a de temps en temps à se laisser aller à ce qu'on ressent. Et pire, quand c'est d'autres personnes qui s'immiscent là-dedans, quand la décision ne vient pas de nous, c'est-à-dire d'aimer ou de ne pas aimer une personne. En fait, voilà, quand c'est les parents, ou c'est la religion, ou c'est le niveau social qui intervient comme mur pour empêcher les gens d'exprimer ce qu'ils ressentent. Voilà. Et quand je dis c'est une histoire personnelle, c'est que je l'ai vécu. D'accord. Donc les petits problèmes en fait qui surviennent dans les relations, mais qui sont des problèmes qui viennent de l'extérieur. C'est ça. Les sentiments qui sont violés. D'accord. Bonheur, les projets c'est quoi? La vidéo de viol sentimental qui arrive, c'est ça? Bon, soyons honnêtes, la vidéo, je ne voulais pas la faire. Mais là, je vais la faire puisque vous insistez, il a insisté aussi. D'accord. Je vais me relancer dans le projet. Le projet là, tout de suite, c'est d'abord d'enregistrer un maxi de 6 titres. D'accord. Et si tout va bien, il sera publié dans le courant de l'année. De cette année 2018. Des thématiques à aborder là-dessus, on peut les avoir rapidement. Les médias. Médias, d'accord. Tu vas revenir toujours les attaquer. Exactement. Même nous attaquer. S'attaquer, j'en fais partie. Voilà. Les médias, l'amour, la société et l'Afrique. Et l'Afrique. Oui. Tu es très panafricaniste. Bon, autrement. Parce que les slammeurs, en fait, voilà, ils ont ça, je suis, mais autrement. Je n'ai pas le même discours que les autres. La plupart des gens. Que Kémy Séba et autres. Bon, il a sa façon d'être panafricaniste. Que certains Kamal Hadi aussi. Il a la sienne aussi. Il a la sienne aussi. D'accord. Mais merci d'être passé. C'est un bonheur pour nous de te recevoir. Parlons-en, en featuring avec Fanny Bonheur. Sena. Continuez d'écrire, écrivez d'aussi jolis tests comme celui proposé par Médaric ce matin, que moi j'ai aimé, je dirais comme les Yang, j'ai kiffé. Merci. Merci. Et c'est comme si la journée sera baptisé Slam. Oui, finalement. En Lit-Inter, si tout va bien. En Lit-Inter, on retrouve justement celui dont il parlait tout à l'heure, qui aura forcément, on va dire quoi, inspiré beaucoup de slammers. C'est l'un des plus grands, donc, dans ce domaine-là, Grand Corps Malade, au feu rouge. Il nous invite en fait dans cette vidéo qu'on va voir à prêter attention à ceux qu'on rencontre dans le feu rouge, à savoir, j'ai retenu ceci, qu'il y a des regards, qu'il y a des êtres et toute une histoire au-delà des regards qu'on croise dans les feux rouges. Très intéressant. Et ce qui va suivre maintenant sera bien loin de la musique. Ce sera de la diplomatie, de la lecture géopolitique, du décryptage des enjeux du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Ce sera juste après la revue Inter de Carlo François. Bon, du bon charabia pour nous, quoi. RDC, ONU, les enjeux du renouvellement du mandat de la MONUSCO avec James William Gwagidi dans les clés du monde. Mais pas avant de visiter, de parcourir les différentes plateformes internationales avec Carlo François. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Ah, Jean. Comment? Dis donc.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous de la revue internationale dans votre émission Matin d'Éden sur Eden Télévision. Nous allons démarrer par la plateforme de Radio France Internationale qui nous informe qu'en Centrafrique, 6 travailleurs de l'éducation sont tués dans le nord-ouest du pays. En Centrafrique, une nouvelle attaque endeuille le milieu humanitaire. 6 travailleurs centrafricains dans le domaine de l'éducation, 2 femmes et 4 hommes, dont un employé de l'UNICEF, ont été tués le 25 février par balle par des assaillants non identifiés dans le nord-ouest du pays, non loin de la frontière avec le Tchad. Pour la première fois, l'organisme onusien est victime d'une attaque en Centrafrique. Autre information dans cette revue internationale avec Jeune Afrique, mesdames et messieurs, nous apprenons que le ministre de l'Intérieur déclenche la polémique en ce qui concerne la présidentielle au Sénégal. L'opposition sénégalaise réclame la démission du ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndaye, qui a déclaré sur une chaîne de télévision à voix le souhait que le président Macky Sall gagne au premier tour en 2019. Cette déclaration a donc déclenché la polémique dans ce pays. Autre information dans cette revue inter sur le continent africain. Nous irons en République démocratique du Congo où la MONUSCO sans nouvelle d'un casque bleu tanzanien depuis décembre. La mission des Nations Unies au Congo a déclaré mercredi rechercher un casque bleu tanzanien disparu depuis plus de 2 mois après l'attaque meurtrière sur sa base à Semuliki dans l'est de la République démocratique du Congo. La force de la MONUSCO continue ses efforts visant à rechercher des traces d'un casque bleu tanzanien porté disparu lors de l'attaque de la base onusienne à Semuliki le 7 décembre 2017, a déclaré le commandant Adil Esserir, un porte-parole militaire de la MONUSCO lors d'une conférence de presse. Toujours en République démocratique du Congo avec Africa News, nous apprenons que la France a démenti toute exportation d'armes vers la RDC depuis novembre 2016. Le gouvernement français a tenu à faire des précisions sur ses liens de sécurité avec la République démocratique du Congo, accusée de répression brutale lors des récentes manifestations contre le gouvernement. Information complète à lire si vous visitez la plateforme Africa News. Voilà qui sert de transition pour nous conduire directement sur le continent européen. Nous allons démarrer par la plateforme lefigaro.fr. Sur cette plateforme, nous apprenons que la France a fait appel à ses voisins pour répondre aux besoins en électricité en ce qui concerne la vague de froid qui traverse actuellement l'Europe. Avec la vague de froid qui traverse actuellement l'Europe, la France a atteint mercredi matin son pic de consommation en électricité. Cet hiver, pour répondre à la demande, elle a importé plusieurs milliers de mégawatts produits chez ses voisins, toujours sur le continent européen. Mais qu'elle crée à elle aussi la polémique en critiquant une banque alimentaire. Information rapportée par la plateforme Les Échos.fr. L'association caritative TAFEL n'accepte désormais plus que des clients ayant la nationalité allemande. Devenue mi-euro-unitaire, Angela Merkel a suscité une polémique en dénonçant la décision d'une banque alimentaire de la Ruhr ne pas accepter que les clients ayant la nationalité allemande devenus minoritaires. On ne devrait pas opérer de telles distinctions, ce n'est pas bien, a déclaré la chancelière à la télévision RTL lundi soir avant de recevoir une volée de bois vert. Informons-nous à présent de ce qui se passe sur le continent
américain. Nous allons démarrer par la démission, c'est-à-dire le départ de la Maison-Blanche de la directrice de communication de Donald Trump. La directrice de communication, Rob Reed, a annoncé sa démission. Elle était l'une des plus proches collaboratrices de Donald Trump. Information rapportée par la plateforme Les Échos.fr. Nous allons finir complètement avec les différentes informations dans cette revue inter avec la plateforme Le Figaro.fr où nous apprenons qu'aux États-Unis, une église extrémiste bénit les armes automatiques de ses fidèles. Une église controversée accueillait mercredi plusieurs dizaines de personnes équipées d'armes automatiques. Une célébration tout sauf anodine dans une Amérique plus que jamais tiraillée par la question du contrôle des armes à feu après la tuerie de Parkland. Merci à tout un chacun de vous, de votre aimable attention. Ce sera donc la dernière information dans cette revue interne. Nous allons nous retrouver demain pour le tout dernier numéro de cette semaine. Toujours sur Eden Télévision dans votre émission Matin d'Eden. Très bonne journée à chacun de vous et à tous. Bienvenue dans les clés du monde, RDC-ONU, les enjeux du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Bonjour James William Bagidi. Bonjour Loris, bonjour à tous les amis téléspectateurs et à tous les auditeurs. Alors, c'est à la fin de ce mois de mars 2018 que la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo démocratique doit voir son mandat renouvelé. S'il le fait, pas de doute que la mission sera reconduite. Eh bien, ce qu'en attendent les acteurs et bénéficiaires diffère d'un point de vue à un autre. Question numéro 1 à James William Bagidi. Eh bien, rappelez-nous, James, quelles sont les circonstances d'instauration de la MONUSCO dont on dit qu'elle est la plus coûteuse au monde? C'est vrai déjà que la MONUSCO, la Mission des Nations Unies... Et la plus importante aussi. Oui, la plus importante. C'est la plus importante en termes de chiffres, en termes de nombre de personnes qui participent. Aujourd'hui, environ 16 000 personnes. Et c'est aussi la plus coûteuse puisque la MONUSCO revient environ à 1,3 milliard de dollars par an aux Nations Unies. Et donc, c'est une mission qui est considérée comme pléthorique, qui est considérée comme importante, c'est vrai, et qui est extrêmement coûteuse. La mission des Nations Unies au Congo a été instaurée vers la fin de la guerre civile au Congo, à la fin de l'année 90, en tout cas plus précisément en 99. À cette époque-là, c'était la MONUC. C'était la MONUC qu'elle s'appelait, et puis de changement de mandat en changement de mandat, elle a fini par devenir en 2010 la MONUSCO. Aujourd'hui, la MONUSCO donc, a été instaurée, en tout cas déjà en 2009, la MONUSCO a été instaurée pour stabiliser le pays, pour mettre fin aux violences qui avaient lieu un peu partout, surtout dans la zone est du pays, et pour donc faire de la République démocratique du Congo un pays de paix. Mais l'intérêt, c'est en fait, si je ne m'abuse, l'intérêt de votre question, c'est de savoir pourquoi les Nations Unies investissent autant d'argent et autant de moyens dans un pays comme la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'est le Congo et ce que représente le Congo en termes de richesse minière, de richesse naturelle. La richesse de sous-sol. La richesse de son sous-sol, c'est l'un des pays africains les plus grands et c'est celui qui dispose des richesses en sous-sol. Pour d'autres, c'est un scandale minier. Oui, c'est un scandale, véritable scandale. Ce n'est pas pour d'autres, c'est même véritable. Ça devrait l'être pour vous aussi. Quand on observe la quantité et la qualité des ressources dont dispose le pays et la misère dans laquelle vivent les populations qui se retrouvent au-dessus de ces richesses,
comparé également à l'opulence insolente de ceux qui dirigent, on est forcément amené à se dire que la République démocratique du Congo est un véritable scandale. Mais justement, c'est pour sauvegarder ce scandale, ou du moins les intérêts des grandes puissances, que forcément les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité, se sont entendus et ont lancé cette mission afin que la République démocratique du Congo soit un pays stable. Parce qu'il faut de la stabilité pour faire du commerce avec ce pays-là. Il faut de la stabilité pour exploiter les richesses, que ce soit le pétrole, que ce soit les richesses minières qui sont énormes dans ce pays désormais. Mais quel est le mandat de la MONUSCO, James? Alors, le mandat de la MONUSCO a été révisé à plusieurs reprises. Déjà, aujourd'hui, on peut retenir globalement que la MONUSCO a pour mission fondamentale de s'occuper de la protection des civils. La première des choses, c'est la protection des civils, la protection du personnel humanitaire et la protection des défenseurs des droits de l'homme. Mais toutes ces personnes ne peuvent être protégées que si elles sont en danger immédiat, c'est-à-dire qu'elles ont besoin du soutien de la MONUSCO quand il y a un risque de violence physique à leur endroit de façon immédiate. On suppose que des forces de la MONUSCO sont déployées dans une zone qui est attaquée par des forces négatives, des factions rebelles et autres. Une faction rebelle, une force négative. En ce moment-là, le mandat permet aux Nations Unies, à la MONUSCO, de protéger les populations civiles qui se trouvent dans cette zone-là. Mais il n'en a pas toujours été ainsi au départ. Le mandat était un peu moins large et la MONUSCO avait été prise à défaut parfois, laissant des forces négatives agir contre les populations et sous prétexte que son mandat ne lui permet pas de protéger ces populations-là. Il y a également que la MONUSCO a l'obligation aujourd'hui d'apporter un soutien au gouvernement dans ces efforts de stabilisation du pays et dans ces efforts de consolidation de la paix. Et à ce titre, il est question d'achever les opérations militaires parce que il y a énormément de groupes rebelles. Aujourd'hui, on parle de près de 200 groupes rebelles de diverses natures qui sévissent un peu partout en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans la région est du Congo. Le gouvernement lutte contre ces groupes rebelles et il revient à la MONUSCO d'achever avec le gouvernement les opérations de maintien de la paix, notamment dans le Kivu et dans la province orientale. Il faudrait également pour la MONUSCO renforcer, c'est ce qui est prévu dans son mandat, renforcer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Et puis aujourd'hui, il faut noter que depuis le milieu des années 2010, c'est même au début des années 2010, la MONUSCO a bénéficié d'une nouvelle résolution. Une résolution, c'est la 2098, la 2098, qui a instauré en son sein une brigade spéciale qui est chargée non pas seulement de protéger, d'attendre que des attaques se produisent pour protéger les populations, mais de traquer et de neutraliser les forces négatives qui se trouvent sur le territoire. Et cette brigade est composée d'environ 3500 hommes, celle qu'on appelle la brigade d'intervention. C'était une première à l'époque où ça a été mis en place, parce que les Nations Unies se méfient généralement de mettre en place ce genre d'opération, mais cela avait été jugé nécessaire face à des groupes rebelles comme les ADF Nalu, comme les Maï Maï. Il le fallait. Oui, absolument. Alors, que peut-on retenir du bilan de la MONUSCO? Est-il satisfaisant? Malheureusement, si on doit parler de bilan aujourd'hui, il n'est pas question de dire que c'est satisfaisant. On voit la situation au sein de la République démocratique du Congo. Le président Kabila s'en est encore plaint il y a quelques jours seulement, le 26 février dernier. Il trouve que le bilan est malheureux, que le bilan est négatif et tous les observateurs s'entendent pour dire que la MONUSCO n'a pas atteint les objectifs qui sont ceux qui lui ont été définis. Même l'armée congolaise est l'auteur des actions envers les populations. La MONUSCO ne peut pas intervenir contre l'armée congolaise. Les ADF Nalu dont j'ai parlé, les Kamina, Sapou et consorts, de nombreux groupes rebelles continuent de sévir dans le pays et le mandat de la MONUSCO, en dépit de ce qui a été confié à la brigade d'intervention, est largement insuffisant pour que la MONUSCO puisse exercer ses fonctions. Et puis, quand on prend 16 000 hommes qui doivent intervenir dans un pays qui est 6 fois ou 10 fois plus grand que la France, c'est quand même difficile de voir
un résultat au bout du rôle. Oui, James, mais qu'attendent alors les différentes parties concernées de la MONUSCO face à ces insuffisances? Bon, aujourd'hui, les partis demandent ou voudraient que la MONUSCO change un peu son mode opératoire. Déjà, les Nations Unies même voudraient qu'on accorde un mandat un peu plus spécifique, un peu plus clair à l'organisation, à la MONUSCO, pour pouvoir intervenir. Le secrétaire général des Nations Unies a notamment dit qu'il ne veut plus d'un mandat sapin de Noël, c'est-à-dire un mandat fourre-tout dans lequel on doit faire la protection des civils, la protection des acteurs des droits de l'homme, pour chasser les groupes rebelles, etc. Non, il veut un mandat plus clair et plus spécifique pour la MONUSCO. Il y a le gouvernement congolais qui, lui, estime que la MONUSCO doit être là uniquement pour pourchasser les rebelles et les neutraliser. Et donc, c'est ce qui devrait être dans son cahier de charge. Et puis, il y a les populations civiles qui pensent que la MONUSCO doit les protéger, les acteurs des droits de l'homme également, qui pensent que la MONUSCO doit les protéger et non pas attendre qu'il y ait des violences à leur encontre pour réagir. Des attentes, nombreuses attentes qui diffèrent, je dirais, d'une couche à une autre. Bien entendu, c'est pour cela que la reconduction de la MONUSCO d'ici la fin de ce mois pose déjà problème et a engagé de nombreuses réflexions. Des acteurs, des spécialistes des questions de maintien de la paix ont été interrogés et leur rapport, qui fait quelques centaines de pages, il faut voir même près de milliers de pages, sera publié dès ce jour 1er mars. Merci James William Baguidi. On pourra revenir sur ce même sujet autrement quand, après renouvellement, bien évidemment, du mandat de quand nous saurons exactement ce que la MONUSCO a désormais à faire comme travail. Pour peut-être décrypter le nouveau cas de charge, s'il y en a eu. Voilà. Merci à vous, merci aux amis auditeurs. On va prendre congé des amis auditeurs, mais pas avant de leur proposer quelques, je dirais, à peine une minute de ce morceau de Grand Corps Malade. C'est bien intitulé Au Feu Rouge. C'est le Hit Inter et c'est sur ce Hit Inter que nous allons vous dire franchement merci de nous avoir suivis. Restez câblés. Eden TV, juste après la première grande édition d'information à 13h, vous aurez le compte rendu intégral du Conseil des ministres tenu hier avec la présence effective du chef de l'État, Patrice Athanas Guillaume Talon. Bonne journée.